Bonjour à tous, merci d'être fidèles à notre rendez-vous de midi. Il est déjà un peu plus de midi 26 minutes, même 27 minutes ensemble avec vous. On va passer environ 2 heures, on parlera de beaucoup de choses. On recevra tout à l'heure M. Guy Losbach qui est maire de la commune de Petit-Bourg. Bonjour. Bonjour. Plus tard, on recevra Mme Brigitte Rode qui est la responsable culturelle, l'élu en responsabilité de la culture au conseil départemental. Et puis, puisque c'est le mois du créole encore, jusqu'à... Il y a encore 2 jours, Céline. Oui. On va parler avec un écrivain poète qui écrit beaucoup en créole, c'est Max Cripon, que vous connaissez bien. Bonjour Céline. Bonjour Danick, très bien, merci. Bon, si tout va bien, on va pouvoir aller de l'avant. Alors, les titres de l'info tout de suite. Dans les titres de ce jeudi, visite de chantier ce matin à Basse-Terre, une délégation du conseil départemental est allée constater l'avancée des travaux concernant la restauration du pont du Galion et de la nouvelle passerelle, ouverture prévue le 3 novembre. Et puis le Marais-Tête, où l'art de nouer la coiffe traditionnelle était au centre d'un atelier hier aux Abîmes dans le cadre de la journée internationale dédiée à la langue et à la culture créole. Nous reviendrons sur ces échanges. Les hip-hop sessions, c'est parti. Le Festival international des cultures urbaines s'est ouvert hier au Memorial Act. Nous allons nous quitter tout à l'heure avec quelques images de cette création de David Milhomme qui était présentée au Memorial Act, donc en ouverture de ce festival international. Et on parlera bien sûr de ce colloque sur les langues indiennes et la diaspora qui se tient en ce moment même au Mémorial qui, comme on le disait tout à l'heure, ratisse un peu très large en ce moment. Voilà, c'est très bouillonnant ce qui se passe là-bas. Beaucoup de choses qui se font et qui vont se faire, puisque hier le président du Mémorial était encore avec nous. Alors voilà, on reçoit donc M. Guy Losbach il y a quelques mois, quand M. Guy Losbach a quitté donc la présidence de la communauté d'Aglou, du Nord Basse-Terre, il y a eu un moment de difficulté, les échanges étaient très vifs, et puis ça s'est calmé. Et puis subitement, on a l'impression, à la veille des élections de décembre, la fièvre reprend, on a l'impression que votre bilan a été désastreux. Alors dans quel état vous avez quitté la CNBT, M. Losbach? Bonjour. Donc, il faut rappeler que pour juger donc, du bilan d'un maire ou d'un président, c'est le compte administratif qui est l'élément comptable qui permet de qualifier. Mais les 2 comptes administratifs qui me concernent, les 2 derniers comptes administratifs, aussi bien 2013 que 2014, ont été votés avec un large excédent, 17 millions pour le dernier. En plus, je rappelle que ce sont des comptes administratifs qui ont été élaborés par les services de l'actuel président. Donc, pour vous dire qu'on a laissé la CNBT une situation financière saine, puisqu'il faut rappeler qu'en 2012, nous avions mis en place un plan pluriannuel d'investissement, puisque ma conception, c'est qu'une communauté d'agglo doit être une communauté pour mutualiser les moyens, certes, mais aussi de projets. Donc, sur la base donc, des projets déjà élaborés donc, dans les villes qui avaient un caractère intercommunal, ils ont été dans un plan de redressement de 69 millions d'euros. Et dans ce plan-là, il devait être financé de 3 manières. Pour 15 millions d'autofinancement, 27 millions pour des emprunts et 27 millions pour les subventions, régions, conseil général et également l'Europe. Donc c'est ce plan qui était en cours lorsque il y a eu un changement donc, de gouvernance. Donc je dis cela pourquoi? Parce que pour que tout un chacun sache quelle est la situation dans laquelle on a laissé. Mais en plus, vous avez dû entendre qu'on dit que ce sont donc des investissements qu'aurait initié Losbach qui explique poser la question. Voilà. Mais ce que je vous dis, c'est que quand il y a un compte administratif, dans un compte administratif figurent tous les engagements, c'est-à-dire les investissements déjà réalisés. Ils étaient sincères. Oui, déjà réalisés, et ceux qui sont en cours, on les appelle les restes à réaliser. Tout à fait. Donc dans le dernier compte administratif de 2014, il y a effectivement tout ce que j'avais engagé pour 18 millions, mais malgré cela, je vous dis, le compte reste excédentaire de 17 millions. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi M. Sapoté aujourd'hui vient vous accuser Justement, c'est ma grande surprise, parce qu'il faut vous dire qu'il y a déjà une invention. On a entendu un déficit prévisionnel. Oui. Souvent, vous entendez un déficit sur une année écoulée. Mais déficit prévisionnel, c'était la première fois qu'on entendait cela, puisque tout le monde sait qu'un budget, s'il n'est pas équilibré, on revoit les investissements et autres. Et bien là, c'est un déficit prévisionnel. Sous prétexte que c'était des engagements. Mais je rappelle, les engagements étaient déjà contenus dans le compte administratif. Mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est fort de cette situation financière saine
qu'il y a eu une augmentation donc, de la masse salariale de 30%. Quand vous embauchez plus de 50 personnes, les conséquences sont là. Il y a eu un train de vie, enfin, etc. Mais aussi donc, des projets qui ont été réévalués. Donc certains justifiés... Réévalués à la hausse, je voulais dire... À la hausse. Donc certains réévalués. Je donnerai le cas donc, de 2 projets où vous allez entendre parler de la piscine de Petit-Bourg, dont la Chambre régionale des comptes justifie la réévaluation. Il y a eu le gymnase de Goyave aussi qui a été réévalué. Il y a tout un ensemble de projets. Ravinchod était prévu dans les investissements? Il faut rappeler que Ravinchod était prévu dans les investissements pour 10 millions d'euros. Or, ce qu'on a constaté, c'est que ce projet n'a pas été transféré au niveau de la communauté d'Aglo. Or, aujourd'hui, tous les projets sont arrêtés, sauf celui-là. Et c'est le projet aussi pour lequel il y avait aussi donc déjà des subventions obtenues, 1,5 million auprès du département et plus de 3 millions auprès donc, de la région. Autre élément aussi, j'ai eu l'occasion de dire au président, vous savez qu'aujourd'hui, depuis le 1er juillet 2015, la loi vous permet de faire le préfinancement de ce qu'on appelle le fonds de TVA. Or, sur un projet de 10 millions, cela correspond à 2 millions. Donc, c'est 2 millions. C'est une avance. Voilà, c'est 2 millions qui devaient être préfinancés au niveau de la CNBT et qui aujourd'hui, c'est au niveau donc, de la ville. Simplement, quand vous parlez de projets réévalués, ça veut dire que finalement, on estime qu'ils vont coûter beaucoup plus que ce qui était prévu, c'est ça Donc, il y a certains projets qui ont été réévalués, qui vont coûter plus, pour soit c'est justifié ou pas. Et comment ça s'explique justement Non, par exemple, je prends le cas de la piscine de Petit-Bourg, c'était prévu pour 6 couloirs, ce sera 8 couloirs, donc forcément, un tel projet doit avoir une dimension en termes donc, de capacité et autres, mais d'autres projets qui n'étaient pas inscrits au niveau donc, du plan pluriannuel d'investissement et qui figurent dans l'exercice 2015, donc qui explique que nous ayons un déficit prévisionnel. Mais vous savez, c'est comme un point particulier. Si vous aviez comme recette 100 €, vous affichez 100 € de dépenses. Donc si vous affichez 150 €, il vous appartient de trouver les financements nécessaires. D'autant plus qu'il y a tout un ensemble de subventions qui devaient être obtenues dès 2014 et les dossiers n'ont pas été envoyés soit au niveau du FEDER, etc. D'ailleurs, il y a un manque de rigueur dans la gouvernance actuelle. Tout à fait, puisque en fait, aujourd'hui, il y a un élément. Lorsqu'on dit ce sont donc les investissements qui pourraient générer cette situation financière, mais tous les chantiers ont été bloqués, donc tout devrait fonctionner. Tout a été bloqué jusqu'à... Tous les chantiers ont été bloqués. Et même jusqu'à l'activité ramassage des encombrants et certains transports. Donc là, il s'agit donc de l'exploitation. Notre gros souci, c'est que, et d'ailleurs, c'est pour cela qu'on a fait cette conférence de presse, c'est que depuis 8 mois, il n'y a pas de transport sur le territoire de Petit-Bourg. C'est-à-dire qu'en quelque sorte de Montebello, il n'y a aucun transport. De la Lisande pour aller sur Jarry, Pointe-à-Pitre, il n'y a aucun transport. Donc sur l'ensemble donc, du territoire, le transport continue à fonctionner sur les autres, mais pas sur Petit-Bourg. Vous avez entendu qu'il y a une grève, etc. On pourrait prétendre que c'est les prestataires. Mais comment imaginer qu'il s'agit donc d'une mission de service public et qu'en 8 mois, qu'il n'y ait pas une solution pour permettre, puisqu'on sait que quand c'est une mission publique, il y a des procédures d'urgence pour permettre que cela soit compensé. Autre élément aussi, c'est depuis 1 an, concernant les encombrants. Quand on va sur le territoire de Petit-Bourg, il y a énormément donc, de décharges, avec une prolifération donc, de rails hautes. Il y a même un film qui a été réalisé par un administré et qu'il a expédié au niveau donc, du ministère de l'Environnement, dénonçant le maire, alors que ce n'est pas une compétence municipale, puisqu'il faut rappeler que dès lors qu'une compétence est transférée au niveau de l'intercommunalité, le maire n'a plus de marge de manœuvre. C'est quoi? C'est la punition pour Petit-Bourg, c'est ça? Bon, je vous laisse juger. Mais en tout cas, il est vrai qu'il y a une situation qui est pénalisante pour la population. Et ce qui est d'autant plus grave, c'est que les administrés de Petit-Bourg, parce que Petit-Bourg contribue à 60% au budget, aux impôts donc, de la CNBT, il semblerait, vont encore subir une augmentation fiscale sans pour autant qu'il y ait la prestation. Est-ce qu'elle est justifiée de votre point de vue, cette augmentation? Pas justifiée par rapport aux investissements, mais il faut dire que depuis fin 2014 et 2015, il y a une augmentation donc, de l'exploitation. Aujourd'hui, la CNBT qui chaque année réalisait un excédent, comme je vous ai dit, vous pouvez vérifier sur le compte 2013-2014. Aujourd'hui, on se rend compte que les dépenses d'exploitation demeurent supérieures aux recettes d'exploitation. C'est pour cela que la Chambre régionale des comptes préconise une augmentation, donc, des impôts et demande à diminuer. D'ailleurs, il soulève, si vous augmentez les charges de 30%
automatiquement, cela génère donc des intérêts. Quand il y a donc des missions ou autres avec donc des délégations importantes, cela génère donc des conséquences sur l'exploitation. Alors, quand vous dites dans un communiqué qu'il y a un train de vie démesuré, vous pensez à quoi exactement? Non, j'ai eu l'occasion, sans faire de la polémique, j'ai eu l'occasion donc de dire qu'il y a eu une délégation de plus de 20 personnes pendant 20 jours. Vous imaginez très bien que cela a des conséquences, puisque d'ailleurs il a fallu un conseil supplémentaire pour réévaluer donc le budget. Donc donc des missions pour vérifier le fonctionnement d'usines, forcément cela génère donc des conséquences. Moi je reviens mais c'est fort donc de la situation financière que ces dérives ont pu être prises. Je reviens au ramassage des déchets. On parlait de services publics. Est-ce que comment on peut envisager comme ça arbitrairement de faire cesser ce genre de service? Non, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, le ramassage ne se fait pas convenablement. Donc cela crée sur l'ensemble du territoire des dépôts sauvages. Mais au-delà donc des dépôts sauvages, il y a un problème de salubrité, c'est-à-dire la prolifération donc de rats, des rongeurs et autres. La population se plaint, mais la population n'a pas toujours cette connaissance que ce n'est pas une compétence municipale, donc nous pouvons agir. Donc on a eu donc des rapports au niveau donc du SDIS pour signaler cela, même des départs de feu, de l'ARS. On a fait un constat d'huissier pour bien montrer tous ces éléments. On a demandé au niveau de la CNBT qu'on puisse enlever tous ces encombrants. Et ce que nous allons prendre comme mesure d'urgence, nous attendons qu'ils réagissent pour déterminer la date butoir, c'est qu'au dernier conseil, on a voté 5 niveaux d'amende pour les administrés qui vont continuer à mettre donc, des encombrants avec donc, des sanctions pouvant aller jusqu'à 1 700 €. Mais en même temps, nous allons mettre en place donc, de la surveillance. Donc, vous comprenez, sur la plage, donc, au niveau de l'entrée de Viard, au niveau donc, de Daubin, sous prise d'eau, à Montebello, au haut de Montebello, parce que ce sont donc des zones où il y a une prolifération donc, de telles décharges que pour intervenir. Et parallèlement, donc, nous mettrons deux sites où on pourra avec donc des bennes pouvoir déposer en attendant que cette solution puisse être résolue au niveau donc de la CNBT. Mais en tout état de cause... Mais quelle réponse vous est faite à la CNBT justement? Quelle réponse vous est faite sur ce point justement? Donc non, il y a un certain nombre de courriers. Il y a de cela 2 ou 3 mois, on nous avait annoncé donc un certain nombre de mesures, mais qui ne voient pas le jour. Et pourtant... tout contact que j'ai ou lorsque j'organise donc des réunions, on sent qu'aujourd'hui, les administrés de Petit Bout ne peuvent plus continuer cela, d'autant plus qu'en termes de stratégie de développement, nous, ce qu'on veut mettre en avant, c'est l'environnement du territoire de Petit Bout, c'est l'écotourisme et qui nécessite un environnement sain. La ville verte, c'est ça, c'est votre slogan, c'est la ville verte. Oui, voilà, nous sommes la ville verte. Elle n'est pas très verte. Oui, nous sommes la ville verte et c'est un peu dommage que en plus, ceux qui passent ou qui résident se plaignent énormément. Et il y a même des cas donc, de l'estotirose et autres. Alors, concernant, pour revenir à des choses concrètes, concernant cette augmentation des taxes dans le secteur, comment vous allez pouvoir justifier ça à vos administrés, aux gens qui sont dans la région? Parce que finalement, il est dit, on laisse entendre que c'est vous qui avez mal géré votre gouvernance qui a été mauvaise auparavant et qu'aujourd'hui, on récolte les fruits d'une mauvaise gouvernance. Alors, vous êtes là, les gens vous regardent et se posent la question, et je vous pose la question, qu'allez-vous leur dire concrètement sur ça? Non, mais les faits sont là. Donc déjà, il faut rétablir une vérité, que les gens sachent dans quelle situation que j'ai quitté la CNBT. Comme je rappelle, les 2 comptes administratifs ont été votés et tous les engagements que j'avais pris sont contenus dans ces comptes administratifs. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui les ai élaborés, c'est mes successeurs. Mais en plus, c'est fort de ce compte administratif qu'on a vu cette augmentation personnelle, 70 personnes. Voilà, les dépenses inconsidérées qui ont été mises en place. Aujourd'hui, ce qui est pénalisant pour les petits bourgeois, c'est le fait que depuis 8 mois, qu'il n'y ait pas de transport, depuis plus d'1 an, que les encombrants ne sont pas ramassés convenablement, et en plus, avoir à subir une augmentation des impôts, alors quand ils n'ont pas donc les prestations. Tous les chantiers sur Petit Bout ont été arrêtés. Je tiens à dire que nous avons dû, lors du dernier conseil municipal, demander le transfert donc de deux projets qui étaient dans le plan pluriannuel pour la CNBT, c'est-à-dire Vernou Palace et la plage donc de Viard, puisque ce que nous voulons, c'est que l'aménagement de Petit Bout puisse se poursuivre. Et
Et donc il y a un frein dans vos investissements, particulièrement sur Petit-Bourg et dans le développement. Alors moi, non, il n'y a pas de frein sur Petit-Bourg, puisque notre politique d'aménagement se poursuit normalement, enfin tous les concernant Petit-Bourg. Oui. C'est sur les projets qui étaient au niveau donc, de la CNBT. Oui. Mais ce qui est surtout pénalisant aujourd'hui, c'est l'absence totale, je ne dis pas partielle, mais l'absence totale de transport et surtout cette prolifération donc, de dépôts sauvages sur l'ensemble donc, du territoire. C'est que nuit, puisque on le sait, les dernières statistiques l'ont montré, l'attractivité de Petit-Bourg aujourd'hui pour l'ensemble donc, des Guadeloupéens. Mais vous imaginez, dans cette stratégie de développement et d'aménagement que nous avons, c'est très important que ce problème soit résolu. Tout à fait. Alors, on va légèrement quitter ce sujet pour aborder un sujet qui vous concerne aussi, ce problème des sargasses. Oui. Il y a quelque temps, vous aviez présenté un Sargator qui devait être peut-être validé, que ce soit au niveau de l'État, que ce soit au niveau de la région, savoir un peu ce qui va se passer. Où en sommes-nous de ce projet et le problème des sargasses de Petit-Bourg? Est-ce que c'est en voie d'amélioration? Puisque la ministre est arrivée il y a quelques jours. Théoriquement, je sais que aussi bien Capesterre de Marie-Galante que d'autres communes ont demandé à ce que la Guadeloupe soit considérée en zone de, on va dire, de catastrophe naturelle. Ça a été refusé. Où en sommes-nous? Que va-t-il se passer? Nous, au niveau de la municipalité, moi-même en tant que maire, nous sommes toujours dans une démarche de volontariat. Dès lors qu'il y a un problème, il nous appartient de trouver toutes les stratégies et les solutions possibles. C'est pour cela qu'on ressentait concernant le problème de Sargasses, qu'il faut rappeler qu'une municipalité, quelle qu'elle soit, ne pourra elle seule résoudre ce problème. Et nous sentions... Ça coûte cher. Ça coûte très cher, coûte très cher. Et nous sentions qu'au niveau, donc, aussi bien donc, des collectivités majeures et de l'État, il n'y avait pas suffisamment donc, de réactivité. On a pris un certain nombre d'initiatives, déjà avec des partenaires pour savoir qu'est-ce qui pouvait être fait. Donc il y a eu du matériel qui a été présenté, il y a eu le bateau qui a été présenté. On a organisé avec les services de la préfecture une réunion avec l'ensemble donc, des petits bourgeois pour qu'on sache quelles sont les mesures qu'on allait prendre, mais aussi les risques qu'encourait donc la population. Il y avait l'indemnisation aussi des gens qui donc les risques qu'encourait la population. Et on sait que jusqu'à aujourd'hui, la Guadeloupe n'est pas reconnue en termes de catastrophe naturelle, puisqu'on sait très bien c'est ce qui va permettre de rembourser, d'indemniser ceux qui ont perdu leur télé, donc du mobilier et autres. Quoi. Il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises pour mettre en place donc, des brigades, mais il faut se dire qu'une brigade ne peut intervenir qu'après l'arrivée donc, des sargasses. Mais les sargasses qui sont sur le territoire, sur la plage donc, de Viard, aujourd'hui, il faut un ramassage conséquent. Mes derniers contacts avec le secrétariat de la préfecture, c'est qu'il va y avoir une intervention pour remettre en état la plage donc, de Viard et qui permettra qu'après, que les brigades vertes puissent intervenir. Il y a une date pour ça? Donc pas de date, mais cela avait déjà été annoncé au mois de septembre, donc j'espère que d'ici le mois de novembre, ce sera effectif. Mais je donne ces éléments pour bien montrer que même quand nous, on n'a pas les moyens de pouvoir le faire, mais c'est ma volonté, et en tout cas, ma façon donc de voir les choses, d'interpeller tous ceux qui devraient intervenir pour qu'au moins qu'on puisse trouver une solution. Et d'autant plus que ce problème de sargasses, on doit pouvoir résoudre cela en toute collégialité. Ce n'est pas une collectivité seule qui pourra le faire. Non, justement, je reviens sur la déclaration de état de catastrophe naturelle. Est-ce que vous entendez ou est-ce que vous comprenez que ça ne soit pas encore fait ou que ça ne puisse pas l'être? Non, je suis j'avoue un peu surpris, voire déçu que cela ne puisse pas le faire, d'autant plus que c'est le rôle des parlementaires de pouvoir le faire et des collectivités majeures de pouvoir relayer cela au niveau donc, du gouvernement et autres. Et on sait quand même que le gouvernement a quelques relais au niveau donc, de la Guadeloupe. Je sais que le député Chalus a eu l'occasion donc, d'intervenir pour réclamer que cela soit considéré comme catastrophe naturelle, puisque vous voyez, nous, notre développement, c'est le tourisme. On a vu la situation à Marie-Galante. Quand vous prenez un restaurateur ou autre, en tout cas une entreprise dans le domaine touristique qui, depuis donc, des semaines, n'a plus d'activité, il faut bien qu'il puisse être indemnisé. Quand vous prenez toutes les personnes sur le littoral de Petit-Bourg et autres, qui ont perdu donc, des réfrigérateurs, des appareils électroménagers, l'assurance devrait pouvoir intervenir. Mais cela n'est possible que si catastrophe naturelle est reconnue. On a pu voir dans d'autres secteurs, dans d'autres régions, où cela a été pris en considération beaucoup plus rapidement. Et donc, sur ça, et puis il y a la
sanitaire aussi, concernant des personnes âgées qui sont sur le littoral. L'ARS disait récemment que c'était pas trop grave. Oui, en fait, lors de la réunion avec la préfecture, donc il y avait un certain nombre de médecins, d'experts, pour pouvoir expliquer. Et il est reconnu qu'une exposition permanente que génère donc des nuisances et autres, tout dépendra donc du taux également. D'ailleurs, c'est pour cela que au-delà donc des actions de communication, des interventions que nous avons pu faire, nous sommes membres d'un comité de recherche qui s'est mis en place, où on a mis à disposition donc des terrains, où nous participons. C'est un ensemble donc de scientifiques. Le but, c'est de savoir demain quelle utilisation qu'il pourrait y avoir concernant donc le sargasse, puisque nous sommes toujours dans cette démarche de prospective. Il ne s'agit pas seulement d'enlever les sargasses, puisque si c'est quelque chose qui chaque année nous aurons à traiter, il faut aussi trouver donc des solutions et voir quelle utilisation économique qu'on pourrait en faire. Donc, ce comité a aussi cette mission. L'année dernière, quand vous étiez venu ici, vous déploriez le fait que le président de région n'était pas venu dans votre commune, n'avait pas abondé certains dossiers de financement pour Petit-Bourg. Est-ce qu'aujourd'hui, avec l'assiduité, vous êtes satisfait? Vous dites que tout va bien et que votre chèque va arriver dans les 4 ou 5 ans à venir? Comment vous avez vu, comment vous avez supporté ce qui s'est passé? Non, je maintiens mes propos, puisque je dis que c'est dommage qu'une ville comme Petit-Bourg, au bout de 7 ans, n'a eu aucune contribution régionale. J'ai eu l'occasion donc de le dénoncer, et compte tenu du dynamisme de Petit-Bourg et des aménagements, beaucoup ne comprenaient pas. Ils se disaient que c'est peut-être pas vrai, mais je pense que la venue donc, du président 2 mois avant les élections, c'est un aveu. Et d'ailleurs, les services ont travaillé ensemble. Ils se sont rendus compte qu'en fait, quand il aurait dû avoir 168 000 euros pour Petit-Bourg, 168 000 euros pour 7 ans, or qui n'ont jamais été activés pour des recherches. Là, il y a un affichage donc, de 6,9 millions sur un certain nombre de projets. Mais là aussi... Sur combien d'années sur 6 ans, jusqu'en 2020. Oui. Là aussi, je dis que c'est un peu dommage qu'un dispositif qui devrait être une bonne chose puisse être utilisé dans un cadre purement électoral, puisqu'il ne faut pas se tromper, à 1 mois, 45 jours, puisque je crois que c'est cette semaine que jusqu'au 24. Voilà, qu'ils ont été signés. Mais aussi, le souci, c'est que ce ne sont pas forcément les projets structurants qui sont pris en considération, puisque la région, en tant que chef de file d'aménagement du territoire, devait pouvoir avoir une orientation, un arbitrage sur un certain nombre de projets structurants. Nous avons présenté des projets tels que le golf, qui est un projet structurant, puisqu'il est vrai que ça doit être une destination golfique, la Guadeloupe, il faut 3 golfs, qui n'a pas été pris en considération. Et par exemple, le port, qui est également un projet structurant, qui a un financement de 24 millions, a été pris en compte pour 1,1 million. Oui. Donc vous comprenez bien que cela ne représente même pas 5% donc, du projet. Mais nous aurons donc l'occasion de pouvoir mettre en place d'autres stratégies telles que nous l'avions toujours fait pour permettre à ce que le plan pluriannuel d'investissement que nous avons pour la ville de Petit-Bourg puisse se mettre en place. Et aussi, donc, la signature de contrat, il y a beaucoup des éléments où on a eu l'occasion donc, de signaler quelques réserves sur, de manière unilatérale, la région peut toujours mettre fin à tel ou tel projet autre. Visiblement, ces contrats, quand même, développement durable, sont signés, on ne peut plus revenir là-dessus. Oui, en fait, c'est légalement, on ne peut plus revenir. En fait, c'est ce qui a été avancé. Oui. Sauf que s'il y a une clause qui dit que si la région diminue ses recettes de 5%, il remet en cause. Vous savez, dans le contexte actuel, 5%, c'est vite fait. Oui. Ou encore que s'il y a une augmentation donc, des dépenses, on peut remettre en cause, mais de manière unilatérale. Oui. Donc, sans concertation. Vous comprenez, donc, bon, ce sont des garde-fous. Oui, et c'est contre ça justement que vous vous battez. Là, si on arrive dans le domaine politique, on ne va pas trop s'y attarder, mais en fait, je vais quand même vous poser la question. Aujourd'hui, vous avez choisi votre camp. Est-ce que, logiquement, autour d'Arichalus, le personnel politique qui est là, ça vous convient totalement? Mais en fait, il ne s'agit pas de camp, mais c'est d'une analyse d'une situation. On se rend compte qu'aujourd'hui, tous les indicateurs sont rouges. On a vu, on traite de manière précipitée, en urgence, des problèmes d'eau qui sont des problèmes de transport de manière précipitée. On connaît quelle est la situation de l'activité économique. Les indicateurs comme le BTP sont en diminution, le nombre de chômeurs
le chômage a augmenté, le nombre de bénéficiaires des RSA a augmenté, donc tous les indicateurs. Donc il est vrai que cela montre qu'il y a un échec de la politique mise en place. Quelles que soient les compétences, et on dit qu'une région doit être une région stratège, doit avoir une vision d'aménagement de la Guadeloupe, et même quand ce n'est pas une compétence, on doit pouvoir agir. D'ailleurs, l'actuelle gouvernance n'a pas hésité quand il fallait donner donc, des camions ou pour la sécurité, alors que ce n'était pas une compétence. Donc aujourd'hui, on ne peut se dédouaner concernant les problèmes d'eau, transport, enfin, etc. Et c'est pour cette raison qu'on dit, aujourd'hui, le problème d'eau n'est pas un problème de gauche ou de droite ou de parti, etc. Le problème d'aménagement. Il est important d'avoir donc, des hommes et des femmes, mais il y a une vision nouvelle qui met la Guadeloupe au cœur de leurs préoccupations, mais avec leurs atouts, qui dit que la jeunesse ne doit pas être traitée de manière sociale, mais au contraire, si nous sommes un pays ayant beaucoup de jeunes, cela doit être un atout, et comme c'est un atout, on doit mettre en place des dispositifs pour que ce levier puisse permettre un développement au niveau donc, du pays, et c'est en ce sens que des hommes et des femmes, comme moi-même, comme Olivier Servat, Panchard et autres, se sont mis ensemble de manière à permettre... Sans tenir compte de la couleur politique, c'est ce que vous êtes en train de dire. Oui, sans tenir compte de la couleur politique, puisqu'il ne s'agit pas pour moi de mettre en avant Guadeloupe Unie, mais de mettre en avant les intérêts donc, de la Guadeloupe. Et s'il y a une vision qui est partagée, il y a cette volonté d'une alternative et surtout mode de gouvernance, donc on a pu se mettre ensemble. Et l'homme qui pouvait le mieux symboliser cela, c'est Harry Chalus, de par son expérience, sa réussite en tant que maire, mais aussi son dynamisme en tant que député. Vous voulez dire que ce qu'il a réussi au niveau de sa ville, il faudrait qu'il la projette sur l'ensemble du territoire? Oui, mais en fait, c'est déjà... Sur une ville, ça vous donne une expérience en termes d'exécutif. Mais une ville n'est pas un territoire. Oui, mais je le sais très bien. Une ville, au niveau quand je parle, c'est en termes d'expérience, en termes d'exécutif. Après, en tant que député, il a eu à traiter tous les grands dossiers. Tous les grands dossiers. Donc, aujourd'hui, une expérience. Et puis, nous ne sommes pas dans cette dynamique qui dit que c'est un homme seul qui va diriger la Guadeloupe. Au contraire, c'est une équipe. Il faut pouvoir mettre en place les compétences. C'est plus un chef d'orchestre, harmoniser et faire preuve de capacité de management avec son équipe pour que ce projet puisse voir le jour. Et nous sommes dans cette stratégie. Et d'ailleurs, on a proposé qu'il puisse y avoir un comité d'évaluation composé donc d'experts, mais aussi donc des représentants au niveau de la Guadeloupe pour pouvoir chaque année faire le point sur les politiques mises en place. Puisque aujourd'hui, tous les jours, on entend des millions, mais concrètement, quels ont été les résultats de ces différents millions. Donc dorénavant, il y aura un comité pour évaluer au-delà donc, des instances prévues dans le cadre de la région, mais pour permettre à ce qu'ils puissent y avoir ce contrôle, mais aussi cette capacité d'évaluer. On s'est dit que nous avions une stratégie de développer la pêche. On a mis une politique envers la pêche. Il faut pouvoir faire le point, mais pas seulement les élus entre eux, majorité et opposition, mais avec d'autres personnes, avec les représentants donc, des professions. Et c'est cette stratégie, nous sommes dans cette démarche. Et c'est ce que nous voulons pour la Guadeloupe. Avant tout, que l'intérêt supérieur du pays soit mis en avant. C'est la dernière question. Vous serez sur la liste? Donc vous savez, il y a entre le 2 et le 9, les listes seront prêtes et nous aurons l'occasion donc de présenter cette équipe à l'ensemble de la population donc de la Guadeloupe. Et puis donc la mission qui m'a été confiée, c'est en tant que coordonnateur politique de l'ensemble, donc bien au cœur de la question dont vous posez. Donc il appartiendra au moment voulu pour qu'on puisse faire cette présentation. En tout cas, ce qui est important est qu'on a su créer sur l'ensemble donc, du territoire un dynamisme autour de la candidature d'Harry Chalus et de son équipe. Et d'ailleurs, on voit comment les forces politiques se sont rassemblées aux Abîmes, les forces politiques se sont rassemblées à Pointe-à-Pitre, ils se sont rassemblés au Lamentais, à Pointe-Noire également. On a vu la semaine dernière comment les forces politiques se sont rassemblées dans le sud Basse-Terre, de Pointe-Noire jusqu'à Cap-Esther, donc avec détermination, mobilisation, et nous sommes convaincus que l'ensemble de la Guadeloupe va se rassembler autour de la candidature d'Harry Chalus. Résultat, le 6 décembre, on en parlera. Merci en tout cas, M. Losbar, d'être venu nous éclairer d'abord sur les questions de la CNBT, et on aura, je le dis, l'occasion de recevoir le président Sapout la semaine prochaine, et bien évidemment, nous reviendrons bien en détail sur toutes ces questions, au regard d'ailleurs de ce qui a été écrit et dit dans le rapport de la Chambre régionale des comptes. Voilà, merci. Céline, il va être 13h, juste le temps
de ressasser les titres avant peut-être la page de pub. Allez, on rappelle les titres de ce jeudi et cette visite de chantier ce matin à Basse-Terre. Une délégation du conseil départemental est allée constater l'avancée des travaux concernant la restauration du pont du Galion et de la nouvelle passerelle. L'ouverture de cet ouvrage est prévue le 3 novembre. Le Marais-Tête ou l'art de nouer la coiffe traditionnelle était au centre d'un atelier hier aux Abîmes dans le cadre de la journée internationale dédiée à la langue et à la culture créole. Nous reviendrons sur ces échanges dans notre journal. Et puis les hip-hop sessions, c'est parti. Le Festival international des cultures urbaines s'est ouvert hier au Memorial Act. Nous vous offrirons quelques images de cette création signée David Milhomme, donc de la danse et du hip-hop en l'occurrence. On prend une page de publicité, Danick. Oui, on se retrouve tout à l'heure pour la suite. Voilà, à tout de suite. Voilà, il est 13h04 dans le ZCL de ce jeudi 29, je ne me trompe pas. Et on reçoit, je vous l'avais dit, Madame Brigitte Roth, bonjour. Bonjour. Élue du conseil départemental, ou maintenant départemental, aussi départemental, c'est plus général, et élue à la culture. Et en plein mois de créole, on est à J-2 de la clôture de ce mois de créole. Et je disais tout à l'heure en off que pendant le mois de créole, vous avez célébré, rendu hommage, un hommage appuyé au père Chérubin Céleste qui a été mis en avant pour ce mois du créole. Quand on dit comme ça? Content, vous tout bonnement. Ouais. Content, non, à le président du conseil départemental, mon Josette Boel et certain. C'est vrai que je suis crié moi présidente, mais moi petite présidente de la commission culturelle et patrimoine du conseil départemental. Et c'est vrai que Père Chérubin Céleste, on ne peut pas parler d'elle si on ne peut pas parler créole. Absolument. C'est moi créole. Hier, c'était Journée internationale à créole. Et Père Chérubin Céleste, il tinit des noms. En créole haïtien, il a dit non sans prénom. Et Signati, c'est non. Oui. Signati, c'est céleste, qui veut dire monde qui est en ciel. Oui. Et non, en créole haïtien, qui veut dire prénom pour nous. Oui. C'est chérubin, qui veut dire force à les anges pour y porter puissance à bondir en la terre. Alors, il était déjà dit non là, ça. Prédestiné. Prédestiné. Et nous sommes tellement contents que nous ayons la voix pour Père Chérubin Céleste, mais par rapport à tout ça, il fait aussi. À pas rien qui ont nom, à pas rien qui ont signature, à pas rien qui ont prénom, mais son force. Son force, et faut cet hymne songer, ou faut cet hymne qui porte rivé. Faut que savent que dans les années 60, de 1960 à 2010, Père Chérubin Céleste, il travaille en l'eau, au niveau social, il travaille en eau au niveau à libération à conscience, ça s'appelle Guadeloupe. Il travaille en l'eau aussi pour tenir des maisons, la maison familiale et rurale, c'est par rapport à lui. Et en l'église à Bondier, en l'église à tout le monde, c'est créole. Créole et tambour. Tambour a pâté, tambour gros cas, puisque nous c'est gros cas. Et gros cas a pâté bitin à Vienneg. Gros cas c'est bitin qui céleste aussi. Et c'est pour ça qu'ils mettaient aussi en l'église là. Donc pour tout ça, nous avons dit merci. Nous avons dit la Guadeloupe merci parce que la Guadeloupe a porté tellement de monde qui n'y puissance à l'amour. Et ça qui était plus belle, on va finir avec ça. Ça qui était plus belle, c'est que Zandronis, à pas vous, ces jeunes petits Zandronis là, qui fait un film, Dimitri, qui fait un film en les Père Chérubin Céleste. Et là où nous avons Père Chérubin Céleste, puisque quand il est là, il allait pas à Basse-Terre au Sacré-Cœur, il couchait en les liailles et il a dit. Il a demandé, mais quand tu es pour le pays là, et il a dit, faudrait nous te virer pour nous pas égoïstes, pour nous laisser l'égoïsme de côté et pour nous mettre l'amour devant. Il s'en avait dit non. Merci. Question Céline peut-être? Non, j'allais continuer. Alors on va continuer le journal avec et on revient un petit peu d'infos. Ça marche. Tout à l'heure. On reprend le fil de l'info. Donc, et cette visite de chantier ce matin à Basse-Terre, une délégation du conseil départemental est allée constater l'avancée des travaux concernant la restauration du pont du Galion et de la nouvelle passerelle. Le reportage est signé Charlie Dagonia.
tu n'y étais pas? On commençait fin 2013 et on a eu deux types de travaux. On a eu des travaux sur la partie ancienne de l'ouvrage et les travaux pour la réalisation de la passerelle, proprement dit. Sur l'ouvrage ancien, on a réalisé des travaux permettant d'une remise en valeur du pont et des réalisations de confortement du pont, en reprenant l'ensemble des enduits, en reprenant les pierres qui étaient abîmées, afin d'avoir une certaine homogénéité dans l'ouvrage qui permet de retrouver les caractéristiques initiales de l'ouvrage pour le franchissement de la rivière. Lors des travaux, on a découvert des éléments qui n'avaient pas été vus lors de l'étude, c'est-à-dire des pérets qui étaient beaucoup plus importants que prévu, puisque initialement ils étaient sous la végétation, on ne les retrouvait plus. Donc ça a pris un peu plus de temps puisque les surfaces étaient plus importantes. Et on a fait des travaux aussi sur l'ensemble des claveaux du pont, c'est-à-dire des pierres structurelles du pont qui n'étaient pas initialement envisagées à l'initiale. On avait le nombre de pierres à changer était beaucoup plus importante que prévu. Puisqu'on a vu qu'il y avait des pierres qui étaient abîmées. Non seulement nous avons vu aujourd'hui, nous avons disons, apprécié les travaux réalisés, mais il faut vous dire que depuis quelques mois, depuis le début du chantier, nous sommes là et aux côtés des ouvriers, des entreprises et aussi de la cellule technique du conseil départemental pour essayer de pousser, faire en sorte que les délais soient tenus. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de constater que nous avons tenu nos engagements pris avant la rentrée scolaire. Et conformément à ces engagements précisément, ce pont-là sera ouvert pour la rentrée des vacances de la Toussaint. Eh bien, ça va améliorer la route parce que là, vraiment, il y a beaucoup d'embouteillages le matin ici. Pour arriver à Basse-Terre le matin, c'est pas évident ça. C'est pas évident du tout. Qu'est-ce que vous attendez de tout ça? Eh bien, que ça s'ouvre pour que la route se dégage un petit peu, pour que tout le monde puisse faire leurs affaires. Bah, la dernière fois, j'étais obligé de faire par Morin pour rentrer en ville. Si mais là, c'est un point stratégique, donc on est obligé d'utiliser le voie qui a fonctionné, le voie ouvert. Donc c'est déjà une grosse affluence, un gros passage là de véhicules. Et qu'est-ce qui a changé pour vous en tant qu'entreprise? Eh bien, ça qui ramène une bonne activité déjà par rapport au passage. Et puis ça qui facilite nous aussi la tâche, puisque bon, c'est vrai que là, pour on l'a fermé, c'est un gros point noir, puisque bon, on est obligé de faire tout le détour là pour que ça vienne ici, quoi. Et on passe d'un ouvrage à un autre. On part pour Duval Petit Canal. La toute nouvelle école des Mangles, inaugurée il y a quelques jours, va être équipée d'une station d'épuration innovante. Innovante car elle fonctionne grâce à des techniques alternatives et écologiques. En effet, ces filtres sont végétaux. Les détails avec ce sujet, signé Maxime Morel. C'est une question, comme on parle de nouvelle génération, c'est une question. On utilise ce que l'on a chez nous, des plantes aquatiques, et cela fonctionne. Quand on écoute le consortium Attentif, d'ailleurs, qui a eu un prix du ministre de l'écologie et de l'environnement, c'est une expérience nouvelle. Et pourquoi pas ne pas faire l'expérimentation dans la communauté du Nord-Grande-Terre. Et c'est pour ça que nous l'avons fait. La spécificité de la station posée à l'école des Mangles, c'est un système innovant, fiable et robuste, qui est en fait est un fil planté de végétaux. C'est-à-dire que les eaux usées qui proviennent de l'école, donc lorsque les enfants vont aux toilettes, lorsqu'ils tirent les chasses, ces eaux-là en fait sont traitées, arrivent dans un ouvrage qui les disperse sur ce qu'on appelle des bassins filtrants. Sur ces bassins filtrants, on a différentes couches de matériaux où on a une flore bactérienne, donc des bactéries qui sont développées et qui vont traiter, donc qui vont manger la pollution et épurer les eaux. Et un point important sur cette station, c'est la présence des végétaux. Pour la station de Petit Canal, on a choisi des héliconias. C'est ce qu'on appelle couramment les oiseaux du paradis, qui vont par leur action mécanique, donc quand elles bougent avec le vent, qui vont en fait faire rentrer plus facilement, faire ruisseler les eaux usées pour assurer un traitement plus facilement par cette action mécanique.
On a répondu à une demande de la ville qui demandait un accompagnement pour le traitement des eaux usées de l'école. Et vous voyez le cadre du Nord Grande Terre. Vous devez savoir aussi que les élus de la commission assainissement et plus généralement du conseil communautaire de la communauté d'agglomération sont vraiment dans la démarche développement durable. Donc ça nous permet de répondre à la demande de la ville de Petite-Canal qui a construit une école HQE, haute qualité environnementale, et de lui offrir un dispositif innovant qui respecte la réglementation, parce que c'est quand même notre première obligation, mais qui en plus s'intègre complètement dans le paysage Nord Grande Terre. 13h14 et l'information continue dans le ZCL. En bref, sachez qu'aujourd'hui, nous en parlions tout à l'heure, s'ouvre au Memorial Act une grande conférence scientifique sur les langues indiennes. Près de 35 chercheurs venus d'Afrique du Sud, d'Australie, des États-Unis ou encore d'Inde échangent depuis ce matin sur le multilinguisme et le multiculturalisme. Nouvel organigramme, nouvelle organisation. La ville de Bémao avait rassemblé hier l'ensemble de son personnel pour présenter les axes de travail à venir. On revient rapidement sur ces échanges. Chaque année, nous avons le séminaire des cadres élus que nous avons eu la semaine dernière à la bibliothèque Paul Mado pour parler de l'organigramme. Et aujourd'hui, c'est la rencontre pour la restitution avec tout le personnel communal pour présenter le nouvel organigramme, parler des nouveaux défis. Nous savons qu'actuellement, les choses deviennent de plus en plus compliquées avec les diminutions des dotations de l'État. Faire comprendre à ce personnel leur rôle envers la population, leurs devoirs, mais aussi leur parler de leurs droits. La ville a voté une nouvelle organigramme depuis le mois d'avril et ça se traduit par un nouveau mode de fonctionnement des services, une nouvelle organisation. Donc là, nous avons voulu, à travers ce séminaire, où nous réunissons l'ensemble du personnel, communiquer sur cette nouvelle organisation. Et elle va se décliner au sein de chaque direction générale adjointe et chaque direction et service par une démarche qui sera initiée par chacun des responsables de service pour mieux organiser au sein de ces services les agents dans leur poste de travail. De cette nouvelle organisation, c'est que nous sommes dans un nouveau contexte au niveau de la fonction publique où il y a des réformes permanentes, des contraintes financières qui sont devenues de plus en plus fortes et qui nécessitent que nous travaillions autrement. Ça se passe relativement très bien chaque année, des questions sont posées, des discussions entre les cadres élus et agents, de manière à toujours motiver ce personnel et les faire comprendre que nous sommes vraiment à la disposition, nous sommes au service d'une population et que nous avons un travail à faire pour cette population et les faire comprendre aussi qu'eux-mêmes, ces agents, sont aussi des contribuables de la ville. Donc c'est en ce sens que chaque année, avec des partenaires, le CNFPT, les organismes de formation, nous faisons ce séminaire avec des discussions, des échanges et surtout présenter à la fin de ce séminaire les nouveaux qui ont réussi le concours de cadre, ceux qui ont changé de poste, ceux qui sont partis, ceux qui arrivent. Donc c'est pour nous une rencontre entre élus et agents de la collectivité. Voilà pour ce séminaire presque de management d'Annick. Et on revient donc avec Madame Brigitte Rode, qui est présidente de la commission culture du conseil départemental. C'est une grosse tâche, une grosse mission, cette commission culture. C'est une passion, c'est un sacerdoce. Et j'ai la chance d'avoir à mes côtés non seulement les élus politiques, bien sûr, puisqu'on ne fait jamais les choses seuls. Nous avons au sein de notre commission culture plusieurs élus qui sont vraiment des élus passionnés de culture, c'est une chance. Mais aussi nous avons un staff qui, lui, est là. Les élus passent, reviennent ou ne reviennent pas. Mais l'administration reste. Et le socle administratif culturel est vraiment un socle précieux, je peux le dire, au niveau du conseil départemental, sans flatter les égos de quiconque. Vous étiez récemment à une conférence faite par M. Confiant, entre autres, M. Didier Manette, et M. Confiant, qui est écrivain martiniquais, disait rendez hommage au conseil général départemental, en tout cas, du fait que pendant un mois,
on célèbre le créole ici, et dans sa région, la Martinique, ça se joue sur une journée. Autant dire qu'il y a une volonté de la collectivité de mettre l'accent sur la question identitaire, la question de la langue. Je disais tout à l'heure que la Guadeloupe, c'est un grand peuple, et un grand peuple à tous les niveaux. Que ce soit les universitaires, les enseignants qui se mobilisent. Je prends par exemple le collège de Cap-Esther-Bello, Saint-Ruf. Bien, il y a 2 enseignants pour la langue créole au collège. Il y a plus de 4000 élèves collégiens, lycéens qui ont été rompus à la culture, à l'apprentissage de la langue créole, ce qui est extraordinaire par rapport à la Martinique ou même d'autres pays de la Caraïbe. Raphaël Confiant disait, par exemple, alors qu'en Guadeloupe on en trouve 4000, en Martinique on va en trouver 100. Mais c'est vrai que la volonté du Conseil général, du Conseil départemental, elle est non seulement la même, mais elle monte encore en puissance parce qu'il n'y a pas de culture sans langue. Il n'y a pas de langue sans culture. Nous sommes une identité guadeloupéenne multiple, et c'est vrai qu'Adam créole, tini indien, tini français, tini africain, tini mérindien aussi, et peut-être Adam 2-3 mouvements à temps que tini chinois ou que tini aussi syro-libanais. Mais nous toutes qu'à parler créole. Maintenant, j'entends des Chinois parler créole. Les Syro-Libanais, ils parlent créole. Pourquoi ? Parce que c'est créole qui calionne nous. C'est ce qui fait notre identité guadeloupéenne, cette langue. Et la culture, eh bien, elle va de pair avec. Justement, on a parfois le sentiment que la culture, il faut la défendre quand il y a des arbitrages financiers. C'est souvent le secteur où peut-être on a envie de tailler dans les budgets parce qu'on considère que c'est peut-être parfois pas des priorités. Comment ça se passe pour vous ? Est-ce que il faut toujours être dans ce lobbying aussi pour défendre ces dossiers et la culture ? Alors c'est vrai que quand je suis arrivée à la culture, puisque nous venons d'être élus, c'est vrai que c'est une nouvelle gouvernance. C'est vrai aussi que nous avons eu le bonheur d'avoir des élus et particulièrement une présidente qui comprend aussi les difficultés, mais aussi les priorités et les besoins, et que nous avons eu, en ce qui concerne le budget supplémentaire, eh bien, une enveloppe supplémentaire au niveau de la culture, mais aussi au niveau du sport et de la jeunesse, puisqu'il y a des priorités, et ces priorités doivent être aussi vues en phase avec les besoins même du pays. Mais en ce qui concerne la culture, elle est partout. Donc, si on la voit stricto sensu, c'est sûr qu'on va dire « Ah oui, mais il y a d'autres priorités ailleurs, on ne peut pas ». Mais si on la voit, la culture est à l'école, la culture est dans la jeunesse, la culture est dans les liens intergénérationnels, la culture est aussi avec le politique, les universitaires, mais aussi avec les chercheurs, les conteurs, les fondales. Donc, la culture étant partout, je n'ai pas peur en ce qui concerne les coupes ou les priorités budgétaires pour la culture. Au contraire, c'est la culture qui élève. Donc, en nous lever ensemble. Oui. Et précisément, quand on regarde un peu le paysage culturel, enfin, je veux dire, au niveau des 2 collectivités, quelquefois, on a eu le sentiment qu'il y avait une compétition. Est-ce qu'aujourd'hui, depuis que vous êtes là, vous avez le sentiment d'une transversalité qui veut dire qu'on marche main en main, ensemble, il y en a conseil régional et conseil départemental. C'est un bel lionnage. C'est un bel lionnage, et le lionnage là, ça doit être fait depuis longtemps. Puisque bon, on peut rentrer à dans politique politicienne, mais entendre contre tout le monde, tenir aussi synergie avant. Mais finalement, là, vont arriver, on voit que ça portait ça. Mais le lionnage là, et le lionnage là, tellement là qu'on a l'impression, sentiment au moins, c'est vrai que le MAC, le centre d'expression capribéenne pour comprendre aussi la traite, l'esclavage, la traite négrière, et puis savoir, connaître, parce que c'est vraiment un centre d'expression. C'est en plus d'un musée. Eh bien, le MAC,
que ce soit à l'intérieur ou que ce soit à l'extérieur, le Memorial Act, c'est un outil magnifique et qui permet aussi ce lionnage et cette transversalité. Bon, la preuve, nous avons aujourd'hui ce séminaire sur les langues et les langues anciennes indiennes, et nous avons aussi un lien à voir dedans, puisque nous avons une communauté indienne. Alors avant, on aurait dit une communauté indienne. Nous avons un apport indien, puisque quand on est communautariste, nous ne pouvons pas faire un peuple, nous ne pouvons pas nous constituer un peuple. Donc nous avons cet apport indien qui est là, et grâce vraiment, le Memorial Act, c'est un outil magnifique. Je disais, avant nous allions à Gorée, maintenant Gorée est chez nous aussi. Et le monde entier est chez nous. Donc, comme nous faisons aussi partie du monde et du tout monde au sein du conseil départemental, mais nous faisons pas mal de choses ensemble. Et par exemple, nous allons clôturer le Pranti-Banla-Cisé, notre 11e édition, au Memorial Act. Et je crois que tous les Guadeloupéens, tous ceux qui sont ici en Guadeloupe, mais tout le monde pourra venir. C'est un lieu magnifique qui recueille le plus grand nombre et où nous verrons des conteurs, des chants traditionnels d'Haïti, de Guadeloupe, des conteurs d'ici et d'ailleurs pour le plus grand bien et bien-être de tous ceux qui viendront. Donc j'en profite pour inviter toute la Guadeloupe. Alors, on a à Basse-Terre un outil que vous connaissez, l'archipel, qui va changer de direction, le directeur, puisque le directeur est venu ici annoncer qu'il partait. Est-ce que, avec la nouvelle direction qui va être en place, je ne sais pas quand, vous allez peut-être nous dire, il y aura un changement d'orientation, ou alors est-ce que l'archipel va demeurer toujours l'archipel Scène Nationale tel qu'on a connu depuis son existence, depuis 1998 ? Est-ce qu'il risque de changer ? Parce que je sais que le Conseil général est très impliqué dans le fonctionnement et le financement aussi de l'archipel qui coûte cher. Surtout. Alors comment vous voyez ça, madame ? Alors l'archipel, c'est vrai que c'est un lieu qui a des, comme on dit, des lieux communs, c'est-à-dire qu'il y a un cahier des charges et stricto sensu, c'est vrai. Mais l'archipel aussi, c'est un outil qui doit être, et qui l'est d'ailleurs, de plus en plus, qui doit être au service de la culture universelle, ou j'allais dire universaliste, mais aussi de la culture guadeloupéenne. Et c'est cet équilibre que nous tendons de plus en plus à acquérir, mais toujours vers le haut. Ça ne veut pas dire que tout ça nous a fait pas bon, au contraire. Nous avons eu en ouverture de l'archipel Jean-Michel Lesdel. Oui. Donc, nous avons des pointures mondiales qui sont guadeloupéennes, mais qui sont à l'échelle internationale, et nous gagnons et nous gagnerons à les faire lever comme le pain, comme le bon pain. Et nous le ferons. La nouvelle direction, d'ici combien de temps ? Bien, cela va commencer, puisque là, il y a eu les dépôts de candidature. Après les dépôts de candidature, il y a toute cette procédure, cette procédure concernant les nominations, puis après les auditions, puis après les nominés, puis après le nommer, puisqu'il faudra qu'il y ait une seule personne. Est-ce que vous souhaitez que ce soit un Guadeloupéen cette année, puisque les dernières mandatures, ça a été un non-Guadeloupéen? Est-ce que le conseil départemental va peser de tout son poids pour que la direction de l'archipel soit confiée à un Guadeloupéen ou une Guadeloupéenne? Alors, ça a été une Guadeloupéenne à l'origine, puis après il y a eu... Tout à fait. Alors, la première chose, c'est que le conseil départemental sera là en force. Nous sommes 3 à représenter la présidente. Je représente la présidente et mes 2 autres collègues sont au sein du conseil départemental, membres du conseil d'administration de l'archipel. Alors, il est sûr que le conseil départemental sera là en force, c'est-à-dire 100%. Déjà, ça c'est une chose, puisque pour la candidature précédente, nous n'avons rien contre, puisque bon, si M. Plia a été nommé, c'est qu'il y avait quand même une certaine valeur. Mais c'est vrai que le conseil départemental n'était pas présent. D'accord. Là, nous serons présents. Deuxièmement, il est important que tous, et tout particulièrement les Guadeloupéens qui vont être auditionnés ou demandent à être auditionnés le soient. Bien entendu, nous souhaitons le meilleur. D'accord.
Est-ce qu'il y a beaucoup de candidatures, justement? Pour le moment, il y en a énormément. Ça commence. Pour le moment, il y en a pas mal. Ça veut dire que le choix va être difficile. Bon, écoutez, Madame Rowe, de toute façon, c'est notre première rencontre avec vous, mais nous aurons l'occasion de vous rencontrer souvent encore. Je vais vous poser une question qui n'est pas de votre compétence, mais quand même, on ne peut pas, quand on reçoit une Bastère, ne pas poser la question. L'auditorium va un peu revivre à Bastère. Mais je ne suis ni aux manettes, ni même aux petites mains à la ville de Bastère. D'accord. Vous gagnerez à poser cette question à ceux qui sont en responsabilité publique en tout cas, à la ville. Le Guadeloupe Festival se fait à Bastère. Il y a eu quelques difficultés, mais elles sont aplanies. C'est très très bien, c'est très très bien. Les difficultés sont aplanies. Plus ça va bien, mieux on se porte. Mais alors, portons-nous bien le 31 octobre au Memorial Act, Pranti-Ban-la-Cisée, en attendant 19h. Et pour ceux qui veulent voir le film sur le conte, ça sera dès 18h sur le conte créole. On a noté le rendez-vous. Merci. Merci d'être venu pour cette première revue sur le plateau du ZCL. Et puis on espère avoir d'autres occasions, parce que vu le programme culturel du conseil, on aura sûrement d'autres occasions de vous recevoir ici. Merci d'être venu. Merci en pile. Il est presque 30. Je pense que Yann nous fait signe que c'est l'heure de la page de pub. On se retrouve tout de suite après, parce qu'on a notre rubrique juridique aujourd'hui et on va recevoir nos avocats dans un moment. – 13h35 dans le ZCL et l'information continue. Le marais-tête ou l'art de nouer la coiffe traditionnelle était au centre d'un atelier hier aux Abîmes dans le cadre de la journée internationale dédiée à la langue et à la culture créole. Nous revenons sur ces échanges. 28 octobre, bon, c'est le mois de créole, mais 28 octobre, c'est la date-là, c'est jour-là, joie qui dit et langue créole. C'est joué. Donc, objectif en aujourd'hui, là, particulièrement association Kinga, c'est de marquer journée là, ça part de plusieurs moments forts, c'est-à-dire apprendre à marquer créole et les créoles, tâcher tête créole, nous avons aussi un islam poésie créole et un petit souhait en créole. De plus en plus, nous avons essayé de tourner en tradition. C'est vrai que c'est difficile pour nous parce que là, nous sommes plus jeunes. Nous ne pas parler créole en cas nous, mais là, nous décidons justement que nous avons pensé en main et nous avons fait en sorte que nous connaissons le créole, que si nous nous parlons créole, que ça qui n'a pas l'habitude fait aussi. Et c'est pour ça que je dis là, justement, nous avons dit, mais puisque moi là, c'est moi créole, je dis là, c'est journée internationale à créole. À Kilti et langue créole. Pourquoi nous pouvons marquer le coup et faire en sorte que nous a là pour vrai justement qui Jean créole l'a évolué. C'est vrai que nous pouvons bien connaître parler, moi-même pas connaître parler tout à fait. Mais nous avons évolué parce que ni des gens qui apprennent nous certains bitins. Bon, ils ont déjà commencé à apprendre l'école également. Donc ce qui fait que à l'aide si nous nous parler puisque tout partout ou pas passer ou quand si nous parler créole. Bon, les bitins qui étaient fait qui en français par exemple les hôtels Adam presse, les hôtels la télé, bitins comme ça faut parler qui français. Aller là où vraiment commencer à parler créole, j'en ai en certain temps. Donc ça veut dire que ça a évolué. Et qu'on dit tout à l'heure là, moi persuadé que Pita, nous parler couramment parce que ni en façon de parler, ni en façon d'écrire. Voilà, et on reste dans notre volet culture, Danick, avec notre invité. Avec notre invité, le poète et écrivain Marie-Galanto guadeloupéen Maxime Dupont, bonjour. Oui, bonjour à tous, bonjour Danick, bonjour
Alors, je vous ai fait venir parce que nous sommes en plein mois du créole qui va se terminer. Vous avez beaucoup écrit, vous avez été un bon contributeur à l'écriture créole en ce qui concerne vos poésies. Je ne vais pas rappeler tout ce que vous avez fait, mais enfin, il y a quand même au moins 6 recueils. Le dernier qu'on voit à Morina, je vous demandais un peu, quand on est écrivain guadeloupéen, marie-galantais, créolophone, créolopale, qu'on nous a dit, comment vous vivez un mois de créole on est déjà à la 8e édition? Bon, je crois que c'est une très bonne chose. On est passé du silence créole à la journée créole. Aujourd'hui, nous sommes au mois créole. En fait, c'est un événement que l'on marque. En fait, dans la réalité, on a un vécu créole permanent. Le créole, c'est toute l'année, c'est tout le temps. Donc, on fait un pic d'informations pendant ce mois-là. C'est une très bonne chose. Les communes, partout où il y a des concurrences et des manifestations, c'est une très bonne chose. C'est immaîtrisé. Ça veut dire que c'est donc bien créole. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est qu'on arrive à mettre dans l'espace de ces manifestations toutes les composantes de la culture créole. Notre culture, elle est composite, et fort généreusement composite. Donc, dans nos manifestations, c'est bien qu'il y ait quelque chose sur l'Inde. Oui, justement, Madame Rod, qui était là tout à l'heure, disait que nous avons une composante indienne qui a son apport dans la culture guadeloupéenne et qu'il est important qu'elle soit présente dans toutes les manifestations d'ailleurs. Il y a une composante syrienne, libanaise, oui. Et le jour où j'aurai du kibi au piment, ce sera super avec une salade, une sauce chien. Oui. Bon, tout ça c'est dedans. Je crois que toute personne qui contribue à donner du corps à la Guadeloupe, à coffrer la Guadeloupe, même le coffrage est perdu, même les étais qu'on ne voit pas doivent constituer cette structure créole, parce que c'est un résultat extraordinaire que de mettre autant d'éléments qui seraient en concurrence, curieusement en complicité pour donner quelque chose. J'ai dit ça hier, la langue créole, elle est là parce qu'il y a une culture créole, il y a des choses qui se font en créole et qui font que nous sommes ce que nous sommes, et la langue exprime cela. Et nous aurions pu ne pas réussir à tomber d'accord, à faire quelque chose ensemble, mais nous le faisons. Il faut donc le souligner. Et peut-être que nous sommes en train de réussir une synthèse universelle qui n'a pas été possible dans la langue avec l'espéranto. Aujourd'hui, quand j'entends parler créole à Pointe-à-Pitre, c'est extraordinaire. Avant-hier, j'ai entendu quelqu'un dire et faut me descendre en bas de la ville et moi trappe un goa parce que moi acheté une pièce, la machine moins en panne, en besoin en clutch. Tout c'est extraordinaire. Oui. Ça veut dire que ce quartier-là est en communauté. Créole caribéen. Mais tout c'est extraordinaire. Oui, créole pan-caribéen. Il ne faut même pas qu'on ait peur de ça, parce que c'est ça et notre réponse. Et vous savez, en ce moment, il y a, on le disait tout à l'heure, il y a un congrès sur les langues indiennes. Et on a reçu il y a 2 jours 2 spécialistes du Tamoul et de l'Indi. Et on le sait moins, mais j'ai un ami qu'on recevra bientôt ici, qui est d'origine indo-guadeloupéenne, qui a écrit un recueil, 2 recueils de poésie, Goupi-Sarki, je ne sais pas si vous le connaissez. J'ai entendu. Oui, et il a sorti un roman. Et il avait fait il y a quelques années un recensement de tous les mots indo-indiens qui sont entrés dans le créole guadeloupéen et dont on sait quelquefois, on ne sait même pas que c'est... Mais c'est leur vocation, c'est-à-dire que c'est un espace de percolation avec une petite membrane très fine où on fait des allers-retours, les mots viennent et frappent à la porte, entrent et les mots s'en vont. Aujourd'hui, qui aurait en mémoire un mépris terrible de l'époque où son Solex? Oui, ou nous est Solex. Oui. Ouais. Bon, il y a eu plainte au tribunal pour quelqu'un s'est fait traiter de DAF. Oui. C'est pareil, du moment de la son DAF, c'est pas une DAF encore. Donc finalement, c'est extraordinaire. Et peut-être demain, on dira, tiens, mais oui, il y avait une voiture qui s'appelait DAF à l'époque, effectivement, un camion. Et c'est notre créole aura permis de garder ça au fond. Quand on va aller avec sa bâtée au fond du lit créole, quand le lit sera bien mineur, on va récupérer, on va trouver, tiens, ça, ben oui, c'est à l'époque, on disait ça à l'époque. Il y a un mot que vous connaissez bien, qu'on utilise, moi, donc grand bébé, les coins là. Oui, c'est ça, mais bon, je crois que c'est important. C'est-à-dire qu'il y a un aller-retour constant d'une science à l'autre, en termes de connaissances, et qui fait que finalement, on a fait un débat hier sur la culture créole, mais je dis, mais
ma parole était déjà la même depuis le début du séminaire, parce que chaque espace est un espace culturel. Parce qu'ici, on n'a pas la culture séparée d'autres choses. Ou pas nous, on l'a qu'à manger, on l'a qu'à faire culture. Bon, qu'à manger à son rapport culturel, parce que finalement, piment en soupe, son choix. Avant piment en soupe, c'est ton sanction. Ouais. D'autres font buter mal, on va dire que ton piment en soupe par jour. Là, le temps est arrivé à être décomplexé. Il y a eu un temps, il fallait effectivement prescrire défense et illustration de la langue créole. On l'a fait, nos prédécesseurs l'ont fait en disant créole, c'est cette langue, c'est ça. C'était bien d'avoir dit ça. Cet excès-là était nécessaire. Après l'excès, on va diluer et rentrer tranquillement, sans aspérité dans l'avenir. Tout à fait. Et donc, quand vous venez ici, j'ai toujours envie de vous demander, vous êtes écrivain, poète, qu'est-ce que vous allez accoucher? Le poète est un accoucheur, dit-on. Oui, mais c'est un créateur déjà. Donc, l'un va pas sans l'autre peut-être. Il crée, il accouche. En fait, non, mais je suis sur des choses qui me préoccupent. Quand je dis ça, quand je dis les textes sur lesquels je travaille, ça m'oblige à prendre date avec vous et donc d'arriver au bout. Je suis un délicieux fainéant. Délicieux fainéant qui produit beaucoup. Oui, c'est l'avantage des fainéants. Ah, d'accord. Donc, je suis dans mon obsession sur la mort d'une goutte d'eau qui va bientôt arriver. Je suis sur une opération du lycée Carnot qui va s'appeler 152 à l'encre de Chine. Et mon numéro d'internat, pas numéro d'écrou, mais numéro d'internat. Et puis bon, ce texte-là qui est endommagé par la situation au Mali, je voulais vraiment écrire ce texte-là au Mali en situation vraiment sur le mariage mixte africain-antillais, que j'étudie vraiment comme un cas d'espèce qui va s'appeler Inisokomo Bamako. Voilà, donc c'est. Mais je voulais vraiment écrire ça, finir ça en situation. J'aime bien l'affinage sur place. Parce qu'il y a quand même des je ne veux pas dire percolation, mais enfin, il y a des croisements d'ondes qui vous font. Et puis, une petite chose qu'on aurait oublié, un petit hanchement, un petit chuchotement de feuilles et qu'on aurait oublié, qui vous rappelle, et ça fait un paragraphe entier qui aurait été perdu sinon. Donc il faut aller sur place. Alors, j'ai envie de vous faire, on va dire, vous faire un petit hommage, mais enfin une petite réminiscence. Vous savez que le thème du mois du créole, c'est nous cassons. Mais nous ensemble, mais nous ensemble. Et ça me rappelle un poème que vous aviez écrit sur la Caraïbe, sur les Guadeloupéens qui ensemble et qui pas ensemble. Je ne sais pas si vous avez encore en mémoire ce poème. J'aurais bien aimé, avant que vous ne partiez, que vous me disiez deux petits vers de ce poème. Alors, qui était très magnifique, Oui, mais alors, ce poème-là, bon... il est loin. Il n'est pas loin, mais en fait, je pense que les Guadeloupéens ont des émotions communes. Oui. Et en tout cas au niveau des thèmes ou des titres. Après, chacun va développer, vous savez, et les quelques notes pour faire sur une tablature, pour faire un morceau de musique, c'est les mêmes notes. Mais on passe du jazz à la begin, au compas, on fait ce qu'on veut. Et il y a des sensibilités. Donc, ce thème-là, nous pas qu'ensemble, enfin tout comme ça, je crois, nous ensemble. Nous pas qu'ensemble. En fait, j'oublie vraiment. Mais j'avais écrit ce texte à la demande des amis qui célébraient la venue CIPN, la venue des Indiens. Ça avait été publié au sens propre du terme à la DARS, en situation. Et après, quelqu'un m'a fait remarquer qu'il avait traité, il avait ce poème-là aussi. Alors, je lui dis, certainement, on avait le titre peut-être en commun parce qu'on est dans le même pays. Oui. Et le thème de Son, c'est beaucoup pour moi, parce que j'ai écrit un poème sur Son Kassam, tout Son pas Kassam. L'œuvre est Chabon Cambèche brûlé, Son Karité pas Kassam et l'autre Son. Bon, donc, autrement dit, même à ce niveau-là, nous sommes
différents, mais ensemble, parce qu'on n'a pas le choix séparément. Donc ce poème-là, je l'ai proscrit, parce qu'il aurait pu faire matière à conflit, et ça n'est pas, je n'ai jamais plagié quelqu'un, et on pourrait traiter le même thème ensemble. Vous l'avez... Je l'ai aboli, oui. Il est fait, c'était pour une circonstance, je ne le soutiens plus, et simplement, je l'ai fait savoir. Est-ce que, vous savez, on regarde les mêmes nuages. L'interprétation, quand je vois les chevaux ailés galopant dans le ciel, d'autres voient une plaine immense, le même nuage. Nous percevons ce que nous percevons. Je suis d'une culture créole, de la Guadeloupe, avec l'avantage d'avoir connu cette culture-là par les femmes qui détiennent généralement les choses, d'avoir été cultivé en créole très profondément, je crois, mais en français. C'était la langue de parole de mes parents. Donc j'ai gardé toutes ces images-là qui sont devenues sépia. Maintenant, je les livre au public. Hein. Je crois que je ne suis pas allé me pencher sur le créole. Je suis une résurgence de la parole créole. Donc, je me sens bien dans ça. On ne dira pas ça. Je sais que finalement, nous en sommes, en tout cas, nous, tout qui a 6 ans, courant, pays a besoin de nous, qui vous, qui moins. Et je ne dirai plus qui s'en miouillé, je dirai bonjour mon frère, parlant des Indiens. Oui. Mais je pense que je fais mission d'être généreux, pas par au choix, mais parce que c'est comme ça que je vois le monde. Il n'y a pas de souci. Voilà. Question peut-être, Céline? Non, j'écoutais, je me disais que ça faisait du bien un petit peu de poésie. Je pense que parfois c'est des vraies parenthèses. C'est une respiration. Alors, exactement. Je ne sais pas si vous avez cette conscience de nous apaiser. Alors je dis, mais vous avez dit parenthèse, je m'élève, parce que lors d'un congrès de l'UPLG à Sainte-Anne, il y avait une jeune militante, Taubira, qui était là. Oui. Et camarades Thésaurus et autres, ils ont parlé, ils ont dit, on a bien parlé de choses, on va faire une petite respiration avec la poésie. Alors j'ai rappelé que la poésie, ça n'est pas une virgule. Oui. Quand Victor Hugo a été un poète, ou Aimé Césaire, ça n'est pas une virgule. Oui. C'est une parole totale. C'est la parole du poète et qui pèse. En tout cas, merci Max Ripon d'être venu à la veille de la clôture de ce mois. Oui, je dois dire que demain, non, le 31. Oui, c'est demain le 31. Le 31, oui. Je fais une parole à main levée au Memorial Act et je vais parler dans le cadre du point Timon-Lacisé, et je vais inviter mes écoutants à voyager. D'accord. Voilà, ce sera sous le thème du voyage. Ce sera avec plaisir. Que vais-je dire? Je ne sais pas encore, mais je parlerai du voyage quand même. Vous êtes un grand voyageur d'ailleurs. En tout cas, merci d'être venu. Vous êtes toujours le bienvenu ici. Comme on va dire, content de vous. Eh bien, nous là, nous parler. Parce qu'en fait, il faut nous finir dingue par là, si par là, pays là, pour créole là, pour dire, parce que si longtemps, finalement, au deux cas, on n'entend pas nous longtemps, créole, t'étais chien à Québécé, je dis jour, et je suis un acamaché qui a aidé au bout, et c'est important, il papait. Absolument. Absolument. Merci en tout cas d'être venu. On a vu derrière votre avant-dernier ouvrage, Morina, je dis avant-dernier, parce que c'est toujours que nous avons bien qu'à venir derrière après. Morina, c'est un cadeau. Ça avait été fait pour une manifestation à Bordeaux qui m'avait reçu pendant la francophonie. J'ai pensé qu'il ne fallait pas arriver les mains vides à Bordeaux. Comme ça, il aura fait divin, pas des propos divin. Alors, pour ton livre, et il y avait des poèmes traduits dans quand même une quinzaine de langues, notamment des langues qui parfois, qu'on chongaille, c'est bien ça, pas tout connaissable. Moi, je veux que les gens savent que on t'avait fait ça. Et dans le livre-là, quand toujours, sans café, en pas gens fait rien quand ça fait, en cas chez un côté, ça donne j'en fond, là, en cas garder, alors quand sorti un butin, en dit, mis ça gagne roche la marque en l'air. Parce que pour un moment, d'abord, il y a ma question gagne diri, et voilà. Et c'est ça, nous nous avons fait tout simplement. Merci. Ok, merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci. Un dernier sujet avant la chronique juridique qui va commencer tout de suite, puisque nos deux amis avocats sont déjà là, Marisa et France. Alors, ce ne sera pas un sujet, mais le buzz du jour avec cette image
Alors le buzz du jour, c'est celui du nageur français Ganesh Péduron qui était l'invité de Yann Barthès dans le Petit Journal hier. À l'origine de cette invitation, le champion de France du 200 mètres 4 nage répond sur son blog aux propos de Nadine Morano qui avait affirmé que la France est, je cite, un pays judéo-chrétien de race blanche. Ganesh Péduron, donc, qui a écrit « La France d'aujourd'hui n'est plus un pays judéo-chrétien de race blanche, mais un pays laïque d'origine multiculturelle dont le sport est la meilleure preuve que les successions d'immigrés et d'anciens colonisés ne sont pas des envahisseurs, mais un apport bénéfique à notre société ». Voilà, c'était le coup de gueule de Ganesh Péduron, donc ce nageur guadeloupéen qu'on connaît bien ici. D'accord, tout de suite avec un tout petit peu de retard, on va démarrer la chronique juridique puisque Marc-Xavier Bernier, bonjour, il est là. Bonjour. France Calvaire est là aussi. Juste un petit mot avant de commencer la chronique, on va commencer par le bout. Ça va bien pour les avocats en ce moment? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Non, je ne sais pas. J'ai pu comprendre qu'il y avait un mouvement social chez vous et qu'il y a quelques perturbations en ce moment. Ah oui, mais la grève a pris fin là. Je pensais que vous parliez de l'actualité dans l'Hexagone. L'avocat qui a été, qui s'est fait descendre pratiquement par. Alors justement sur cette question aussi, c'est normal quand un avocat ne paie pas ses cotisations qu'il soit rayé ou soit mis en difficulté vis-à-vis du barreau? Alors d'abord, on n'a pas les éléments de ce dossier, donc on va rester prudent. Simplement, effectivement, il y a une procédure. Il faut savoir que toute omission ou toute suspension est précédée d'une procédure qui est strictement établie, mais on n'a pas les éléments, donc pour l'instant on va rester prudent. La question, comment ça se passe? C'est-à-dire qu'on est membre du barreau, on doit verser une cotisation au bâtonnier, c'est ça? Il y a des cotisations ordinales, notamment... Obligatoires. Qui sont obligatoires, à régler, et il y a des sanctions en cas de non-paiement. Mais il y a une procédure. Oui, voilà. On va commencer tout de suite avec notre rubrique aujourd'hui, et c'est Céline qui va ouvrir le bal. Alors, la première question, elle porte sur la différence entre escroquerie et abus de confiance. Qui répond? En escroquerie, c'est là où on voit on m'a essayé de couillonner. Ils me font savoir qu'il est en mise en scène, à me monter en cambale pour si vous prenez vigilance à eux. Et par exemple, nous attendons dans une série de sociétés qui a fait, vous mettez l'argent, vous gagnez temps, si vous mettez test, vous gagnez plus, etc. Mais ça, c'est une vaste escroquerie. Vous pouvez gagner un moment, mais à la fin, c'est vous qui perdez. Et les gens qui organisent ça, ils savent ça, mais sont zatka. On peut dire qu'on escroquerie sont zatka pour un monde de vous et tout aussi. C'est-à-dire qu'on a de confiance, c'est l'œuvre vraie. Vous couillonnez confiance à eux. Vous faites un monde confiance et il ne pas respecter confiance là. Par exemple, vous sont commerçants. Vous pouvez déposer chèque à la banque de temps en temps, et vous avez un employé, ou alors simplement en connaissant ça, 11 amis, vous voyez déposer ces chèques-là à la banque, et là, regardez, il n'a pas déposé ces chèques-là, et il gagne. Ils commettent un abus de confiance parce que objectif à le fait que l'argent c'était déposer la banque. Et il n'a pas déposé. Il gardait ou jeté, il faisait la veille. Donc son abus de confiance, c'est différent. Et pénalement, ça traité différemment? Ah, c'est des peines, c'est à peu près la même peine là. C'est de toute façon peine de minimum 3 ans. Deuxième question, Céline. Alors, on entend dire qu'un tel est un meurtrier ou un tel est un assassin. Alors, c'est pas la même chose, il faut distinguer. Alors, effectivement, le meurtre, c'est le fait de donner volontairement la mort à autrui. Ce sont 2 crimes qui sont passibles de la cour d'assises et pour lesquels leurs auteurs vont encourir des peines graves. Alors, on peut aller jusqu'à 30 ans pour le meurtre et la perpétuité pour l'assassinat. Alors, ce qui va distinguer l'assassinat du meurtre, c'est que l'assassinat est un meurtre avec préméditation. C'est-à-dire qu'il va y avoir des actes préparatifs. On va, par exemple, acheter une arme, on va faire des menaces de mort. Donc, il y a un plan qui est mis en place pour
perpétré pour réaliser un homicide. Et donc, c'est une circonstance aggravante. Et c'est ce qui explique que, pour l'assassinat, on pourra aller jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité pour son auteur. Pour le meurtre, pour son auteur, on peut aller jusqu'à 30 ans. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de préméditation. C'est-à-dire qu'on donne la mort à autrui. La préméditation, c'est une circonstance aggravante. C'est une circonstance aggravante puisque vous préparez le crime, vous achetez par exemple une arme, il y a une mise en scène qui est faite pour... c'est l'enquête qui détermine ça. L'enquête et puis oui, les éléments qu'on va recueillir. Alors la question, là on est dans l'entreprise, l'abus de biens sociaux. Qu'est-ce que c'est que ça c'est par exemple, sont dirigeants de sociétés. Dirigeants de société, ceux qui ont organisé, ceux qui ont contrôlé, ceux qui mettent en manœuvre. En gérant. Et là, regardez, donc on est pour devoir, en quelque sorte, de gérer bien. Et l'argent de la société-là a dans sens et intérêt à la société-là. Et souvent, vrai, ou gérer bien la société-là, ou alors gérer l'argent de la société-là, a dans sens qui pareil, a dans intérêt à la société-là. Ça veut dire, au fond, un acte qui, quelque sorte, a appauvri la société-là. Hein? Par exemple, ou une société, par exemple, vous achetez une voiture et vous laissez pour la société là qui a servi qui vous, par exemple, sont un but de société. Oui, non. C'est par exemple où tu as acheté un bien. Un bien et pour société là. Avec l'argent à la société là. Avec l'argent à la société là, ou qu'on agit en tant que dirigeant. Oui. Avec l'argent à la société là, et bien là, ça. Ou acheter un prix, ou plutôt vendre par exemple. Ou vendre bien à la société là. Par exemple, la société là, non, ou vendre pour un prix vraiment ridicule. Hein? On peut peut-être vous 50 000 euros, vendre ça pour 10 000 euros. Mais à qui vous vendez en société, ou vous-même, peut-être madame, ou Timounao, ni un intérêt à donner. Ouais? Donc, ou appauvrir la société là, ou vendre société bien là, ou société là pas d'intérêt, et bien vous non intérêt à-dedans. Parce que vous récupérez de l'autre côté. En aval. Oui. En aval, c'est vous qui récupérez. Alors que société là, si tu vends ça 50 000 euros, il était unique 40 000 euros qui étaient en train de même si société, même si société en tant que dirigeant, à partir du moment qu'on fait un acte qui a appauvri cette société-là, il y a un sens et intérêt à vous directement ou indirectement. Par exemple, pendant qu'à l'emploi là, il a acheté 10 000 euros, il vendait 10 000 euros, au lieu de vendre 50 000 euros, et que mon qui a acheté la sans société ou lui, mais lui, ou famille, il n'a un intérêt à-dedans, donc c'est un délit d'abus de biens sociaux. Alors, deux petits mots assis, le juge d'application des peines. Non, on était TIG d'abord, travail d'intérêt général. Des fois, il y a condamner des gens pour ça, ou les mettre la gel, le travail en TIG. C'est ça. Alors, le travail d'intérêt général est un travail qui va être accompli pour une association ou une collectivité locale ou un service de l'État ou encore un hôpital. Effectivement, c'est un travail qui peut être prononcé à titre de peine principale pour, par exemple, des personnes qui commettent pour la première fois un délit. Donc, on va leur donner un simple avertissement et ils vont pouvoir être condamnés qu'à un travail d'intérêt général. Ça dépend. C'est uniquement pour les délits qui sont passibles d'une peine de prison et pour les contraventions de 5e classe. Alors, il faut savoir qu'il y a des conditions pour être condamné à un travail d'intérêt général. Il faut avoir plus de 16 ans. Oui. Et il faut donner son accord. Donc il faut être présent à l'audience, puisque le juge va vous dire est-ce que vous acceptez de réaliser un travail d'intérêt général. Puisqu'en France, le travail forcé, on ne peut pas être condamné à un travail forcé en France. Alors il faut savoir qu'en nombre d'heures, ça peut varier entre 20 heures et 280 heures. C'est un travail qui n'est pas rémunéré, qui va être fait, par exemple, au bénéfice, je vous ai dit, d'une association, et en réalité, qui va consister, par exemple, à s'occuper d'entretenir un espace vert ou s'occuper de personnes démunies. Donc, voilà un petit peu ce qu'est le travail d'intérêt général. Alors, le dernier point, c'est le JAP. Le juge d'application des peines. Le fameux juge d'application des peines, qui est un juge spécial parce qu'il va intervenir après le prononcé de la peine.
C'est-à-dire que vous êtes condamné à une peine et le juge, c'est un juge qui a été créé pour individualiser la peine. Vous serez, par exemple, condamné à une peine de prison de moins de 2 ans ferme et le juge va pouvoir dire que cette peine-là, vous n'allez pas l'exécuter en prison, mais sous la forme d'un placement sous surveillance électronique. Donc vous serez chez vous avec un bracelet. C'est un juge qui va pouvoir accorder une libération conditionnelle, par exemple, qui va pouvoir accorder des remises de peine supplémentaires dès lors que le détenu va montrer qu'il a fourni des efforts de réadaptation sociale importants. Voilà. D'accord. Ensuite, on a le délit de prise illégale d'intérêt. Voilà, c'était pour coller un petit peu à l'actualité. Ce sont des délits terribles. C'est en général pour des gens qui investis dans une autorité publique. Par exemple, en fonctionnaire. Ou alors, c'est des gens qui ont un mandat électif. Si par exemple on met en conseiller municipal, en conseiller régional, départemental, enfin, etc. Et le principe là, c'est que ni une sorte de morale à ni. C'est-à-dire si déjà on peut représenter un intérêt collectif, et donc il faut exemplaire dans le comportement. Et si par exemple, mon NASA, c'est un avocat, un médecin ou un artisan quelconque, et souvent, élu là, ça par exemple, le rôle dans la commune là, c'est d'occuper, on peut dire, gérer bien la commune là. C'est ça la fonction. Mais en même temps, il y a un avocat, il y a un médecin ou un artisan quelconque. Et si par exemple, il vient y acheter un local à la commune là, et comme il a dit dans la même, il a acheté ça dans le cadre d'affaires, il a dit ça peut-être moyen l'argent. Mais ça, la loi a dit, c'est qu'un bien, par exemple, en commune, il faut que il ne peut pas être inférieur à prix ça que le service des domaines établi. Et il faut aussi que ça fasse objet à autoriser pour un conseil, pour un arrêté municipal spécialement motivé. Souvent, vrai. Élu là, ça, il achetait bien là pour utilité professionnelle. À un prix qui est plus bas que ça que le service des domaines prévoit, ou alors qui fait sans autorisation du conseil municipal, à un moment ça, le délit de prise illégale est d'intérêt établi. Et maintenant, il n'y a pas de la justice. Avec dernier mot là, ça nous kébouti 14h, 2h exactement. Nous allons retrouver nous comme d'habitude jeudi prochain et demain on se retrouve Céline pour comme d'habitude à 12h15 pour commencer le ZCL de fin de semaine. Oui, avant le week-end. Avant le week-end, long week-end puisque le lundi on ne va pas se retrouver, mais on aura le temps d'en parler demain. On n'a pas le temps de voir le hip-hop session. Si, on va se quitter sur ce festival des hip-hop sessions qui s'est ouvert hier au Memorial Act et avec quelques images qui continuent pendant quelques jours. Et c'est quelques images de la création signée David Milhomme. On regarde. À demain. À la même heure. Salut.